La table ronde est intitulée « Face à la révolution actuelle des architectures de calculateurs, comment Gensi et les centres de calcul aident les communautés à se préparer ». Donc c'est pour vous motiver à travailler sur vos différents codes. Donc nous allons demander au centre de calcul de se présenter. Nous allons demander à Eric de présenter la cellule de veille technologique. Nous n'oublierons pas les mésocentres. Et ensuite, nous aurons 2 utilisateurs qui feront part de leur expérience. Donc je leur ai dit que je leur passais la parole moins de 5 minutes à chacun et qu'ensuite nous aborderons les questions de la salle. Voilà, donc je suis ici en tant que représentante du comité des utilisateurs du TGCC. Et donc nous allons commencer par Christine. Je te laisse te présenter et dire ce que tu veux dire pour répondre à cette question. Ça marche. Bonjour, donc Christine Ménaché, CEA, donc je suis responsable du TGCC. Donc en quelques mots, déjà le CEA depuis de nombreuses années est très impliqué évidemment dans les développements des technologies HPC, aussi bien au niveau des supercalculateurs que des environnements de stockage, des services associés. Tout ça afin évidemment de se préparer à la définition, la conception des centres de calcul de demain. Alors aujourd'hui, j'ai choisi justement de vous parler de 3 services qu'on vient de, enfin 2 sont en cours de déploiement au TGCC, services qui seront disponibles donc sur IREN, successeur de Curie, quand il sera installé. Le premier service s'adresse aux développeurs de code. Donc c'est un service d'intégration continue qui s'appuie sur Jenkins, qui est installé donc au niveau du TGCC et qui permettra aux développeurs de code donc d'être en mesure de définir des tests de validation de non-régression qui se lanceront automatiquement dès qu'il y aura des modifications sur le code. Le deuxième service dont je voulais vous parler, qui va vous permettre d'avoir plus de souplesse, qui concerne l'environnement d'exécution des codes. C'est un service de virtualisation qui a été développé au CEA qui s'appelle Peacock, qui s'intègre donc parfaitement dans le gestionnaire de ressources et de batch qui est Slurm chez nous, et qui va vous permettre donc, par l'intermédiaire de cette couche logicielle, de lancer des machines virtuelles dans lesquelles vous pourrez embarquer des piles logicielles qui peuvent être différentes de celles du cluster. Donc ça va apporter de la souplesse, ça va vous permettre aussi éventuellement de personnaliser des environnements pour vos futurs utilisateurs, de les embarquer directement dans les machines virtuelles et de les diffuser comme ça très simplement. Ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres communautés, notamment des sciences du vivant, on en a parlé un petit peu dans la matinée. Ces communautés ont en général un besoin important de, comment je peux dire ça, d'évolution de versions logicielles, donc ça leur permettra comme ça de le faire de leur côté. Ça nous permettra aussi de répondre plus simplement à des besoins de type deep learning. Et puis j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de checkpoint restart au niveau du nœud, eh ben, ça sera possible aussi. Donc ça, ce sont 2 services qui sont en cours de déploiement actuellement donc sur une autre machine qu'on a au TGCC qui s'appelle Cobalt et qui seront donc disponibles sur IREN. Le 3e service concerne l'environnement de production. Et c'est quelque chose, excusez-moi, dont, en fait, moi j'ai entendu parler depuis très longtemps au TGCC, au CCRT. C'est donc la possibilité pour une communauté utilisatrice ou des responsables de projet de pouvoir intervenir sur la priorité des jobs du projet ou de la communauté. Donc ça vous permettra comme ça d'arriver à modifier la priorité des jobs soumis. Donc ça c'est en cours de développement, ce n'est pas encore terminé. Et puis donc de mieux vous organiser pour la soumission et la gestion des projets. L'idée étant que quand on développe des outils, on les met dans l'open source pour que ça puisse être réutilisable. Alors évidemment, il faut quand même qu'il y a des conditions techniques à respecter, mais ça peut être réutilisable dans d'autres centres, que ce soit des terrains ou des mésocentres. Le dernier point que je voulais aborder aussi, qui est une petite aventure qu'on a menée donc avec l'IDRIS et le CINES, avec le soutien de Gensi, bien entendu, qui visait donc à homogénéiser nos procédures et nos formulaires d'ouverture de compte. Alors dit comme ça a l'air très facile, mais en fait, comme ça s'appuie sur beaucoup d'historique et beaucoup d'habitudes au niveau des centres de calcul, c'est pas si simple que ça. Bon, donc ça, on a réussi à le faire. Et donc maintenant, le développement qu'on avait fait au niveau du CEA pour un portail de saisie de ces formulaires, eh bien, il va pouvoir être utilisé également pour le CINES et l'IDRIS. Donc voilà, moi j'espère que j'ai tenu mon temps, mais normalement... Merci beaucoup Christine. Je trouve ces 3 services vraiment très adaptés aux besoins que j'ai pu remonter par le comité des utilisateurs du TGCC.
Je passe la parole à Denis Giroux et je te laisse te présenter. Bonjour, donc Denis Giroux, directeur de l'IDRIS. Donc peut-être que nous nous sommes répartis un petit peu donc les rôles dans cette table ronde. Donc je vais tâcher en quelques minutes donc de mettre en perspective en fait les évolutions en cours et à venir avec celles en fait de la décennie au moins passée. Donc pour rappeler tout d'abord, donc nous sommes dans un monde mouvant et que les évolutions technologiques, il y en a toujours eu. Et donc vous rappelez que c'est très exactement le 2 janvier 2008, donc il y a tout juste 10 ans que l'IDRIS donc ouvrait à l'ensemble de la communauté d'utilisateurs, sous-entendu à ceux qui pouvaient en tirer parti à l'époque, la première machine donc de 32 000 cœurs, donc il y a 10 ans, avec donc une possibilité exceptionnelle bien sûr de faire tourner des simulations sur un tel nombre de cœurs et les contraintes qui subsistent et qui vont subsister, que l'on avait à l'époque 512 mégaoctets par cœur, donc avec les difficultés bien sûr de programmation. Donc ça a été suivi donc grâce à Jansi bien sûr donc en 2013, en janvier 2013, de la mise en service d'une machine BlueGene Q donc avec 65 000 cœurs qui est devenue moins de 2 ans plus tard une machine à 100 000 cœurs avec la 1 gigaoctet par cœur. Mais donc d'une part, donc il y a déjà pas mal d'années, donc il y a des machines de production qui permettent à la fois donc à ceux qui ont pu adapter et pu faire les efforts pour adapter leurs applications à tirer profit de ces machines, avec des modèles de programmation, et ça c'est important bien sûr, essentiel pour vous, des modèles de programmation pérennes, donc le modèle MPI qui est devenu donc le modèle de programmation hybride, MPI OpenMP, sous-entendu, je vais quand même y revenir, même si c'est un petit peu technique, 3.0. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est ? Bien, comme vous l'avez déjà, soit vous le savez, soit vous l'avez déjà vu aujourd'hui, donc on est en fait dans une phase où il y a de nouveau des changements technologiques importants. Donc nous nous y préparons, bien évidemment. Donc un élément essentiel depuis 2 ans, donc c'est la cellule de veille technologique. Donc Eric va bien sûr y revenir un peu plus en détail. Ce que je voudrais souligner de mon point de vue, c'est 4 points en fait, donc de notre propre expérience que l'on peut tirer. Donc d'une part, ce qui est essentiel, c'est de préserver, comme je l'ai dit, aussi une relative portabilité des applications en fait sur ces nouvelles architectures. C'est pour ça que le modèle conjoint sur lequel tout le monde est d'accord, et j'en suis le premier, donc c'est un modèle effectivement mixte de programmation hybride. Donc certes avec des évolutions et notamment le fait, je ne rentre pas bien sûr ici dans les détails, mais ça sera de l'OpenMP 4.5 qui est quand même pas tout à fait la même chose que l'OpenMP 3, mais disons que le contexte de pensée et d'adaptation des codes va rester quand même relativement proche. Donc ça c'est une chose, protéger la portabilité. Ensuite, une chose que je souligne parce que ça c'est une chose qu'il faut bien garder en mémoire par rapport notamment à ce qui était expliqué sur les applications du climat. Il faut en fait pour s'adapter aux futures architectures que tout continue en fait à progresser au même rythme. Bien sûr, on a souligné, ça c'est un autre aspect, donc le poids pris maintenant par les données, le couplage entre données de simulation et données observationnelles. Mais à côté de ça, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que pour pouvoir en fait utiliser les futures capacités en fait des machines qui auront donc soit des mini-cœurs, soit des accélérateurs, il faut aussi travailler sur les entrées-sorties. Et donc il y a eu tout un effort qui n'a pas été souligné parce que évidemment le temps est compté, mais sur en fait l'optimisation des entrées-sorties, le développement de bibliothèques comme XiOS qui sont des clés aussi, parce que sur une plateforme prototype, on se soucie, et c'est déjà certes beaucoup de travail, donc du partage bien sûr des codes eux-mêmes, mais en production, il n'y a pas que la partie calcul, et il faudra aussi donc, que la partie entrée-sortie suive, même si, comme l'a souligné Stéphane, il y aura aussi des changements technologiques avec la baisse du coût des SSD, les nouvelles technologies mémoire qui arrivent. Ensuite, troisième point, donc, c'est de dire, bien sûr, il y a un effort essentiel au niveau de la formation. Alors à l'IDRIS, on l'a commencé depuis 4 ans avec un cours qu'on a transformé, puisqu'on a les cours MPI, on a les cours OpenMP, mais depuis 4 ans, on a un cours de programmation hybride qui essaye d'adresser les spécificités qu'il y a à avoir un double modèle mémoire répartie et modèle partagé, en fait, dans les mêmes applications. Et cet effort-là, sur la formation, évidemment, il est essentiel. On va le continuer, bien sûr,
réfléchir tous ensemble, avec pour nous, donc Pierre-François Lavallée en parlera donc cet après-midi, donc un nouveau cours qu'on va proposer l'année prochaine sur la vectorisation, parce que donc comme on l'a vu, il y a 2 plateformes différentes, donc actuellement, donc une Manycore et une donc GPU, mais on sait que sur un certain nombre de plateformes, donc les plateformes Manycore, sur les plateformes ARM qui arrivent, la clé de la performance, ce sera la vectorisation. Donc ça rappelle évidemment aux plus anciens de bons souvenirs, je pense, mais ça va devenir assez essentiel. Donc nous allons offrir cette formation-là. L'accompagnement par la formation et par le support, donc comme on l'a déjà dit ce matin, donc avec les ressources des centres, mais aussi, il faut le souligner, avec un couplage étroit avec les maisons de la simulation, en fait, donc pour le TGC et pour l'IDRIS avec la maison de la simulation d'Arcet, mais pour les centres régionaux et pour le CINES avec les maisons de la simulation qui se développent ailleurs. Donc ça, c'est une chose aussi tout à fait importante. Et dernier point, donc juste pour souligner, parce que je sais qu'il y a des inquiétudes donc dans certaines communautés. Pour la communauté dont nous a parlé Thierry donc il y a quelques minutes, donc de chimie et de matériaux, il y a un petit effet qu'on pourrait appeler, mais alors n'en tirez pas de conclusion trop générale, mais un petit effet que je pourrais appeler d'Allemagne de l'Est en fait au temps de la réunification, parce que ce sont en fait des communautés qui utilisent beaucoup des codes qu'ils ne développent pas eux-mêmes et qui sont développés soit de façon communautaire, soit par des commerciaux. Et sachez notamment sur la partie GPU, qui ne sera pas la solution unique pour l'avenir, mais qui va être, vous l'avez vu sur la gamme des machines presse aujourd'hui disponible, une des solutions quand même pour continuer à vous offrir ce surcroît de performance. Donc il y a des efforts très importants qui sont faits sur le développement de ces codes, soit communautaires, soit commerciaux, en fait, donc, sur les GPU. Donc ça ne résoudra pas le problème, bien sûr, du passage au massivement parallèle, mais ça va offrir, je pense, un bénéfice quand même très net dans cette communauté-là. Et puis, juste pour terminer, ce que je voudrais juste souligner, c'est que nous, aussi bien centre de calcul que Jeannecy, notre rôle, c'est de travailler sur la technologie. Eh bien, la technologie, vous le savez, vous, utilisateurs, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la science que vous faites avec les moyens qu'offre la technologie. Et comme Philippe l'a souligné en introduction, comme ça a été dit plusieurs fois, la technologie, vous le voyez, au moins dans les 5 à 10 ans à venir, elle va continuer à vous offrir des moyens exceptionnels pour faire une science différente de celle que vous faites, pour adresser de nouveaux problèmes et en fait pour atteindre des objectifs que pour certains, vous n'envisagez pas comme possible il y a encore 5 ou 10 ans. Donc je suis certain, puisque pour les plus âgés d'entre nous, on a déjà franchi beaucoup d'étapes. Je vous rappelle qu'on est passé du séquentiel au vectoriel, on est passé au parallèle, on est passé pour une partie des communautés au massivement parallèle. Nous y avons réussi ensemble. Eh bien, je suis sûr que nous allons réussir ensemble dans les prochaines années à bénéficier de ce que la technologie va nous offrir. Merci Denis. Merci beaucoup Denis. Je vais passer la parole au CINES. Oui, bonjour, Boris Dintran, directeur du CINES. J'essaierai d'être aussi bref et concis que Denis. Je pense que effectivement d'abord, je pense que les chercheurs, la communauté des chercheurs, dans son ensemble, n'est pas consciente des évolutions technologiques qui sont en cours aujourd'hui. Et on se retrouve en fait, là dans la salle, je pense que les chercheurs qui sont là, les utilisateurs, sont des utilisateurs confirmés, qui sont bien au courant des évolutions technologiques en cours. Mais la grande majorité de nos utilisateurs ne perçoivent pas la difficulté qu'ils vont avoir à faire tourner leur code de manière efficace aujourd'hui sur les architectures hybrides futures. On l'a vu avec la cellule de veille techno de Jeannecy, tourner sur un Xeon Phi, tourner sur de l'open power. Tout de suite, c'est des grosses déceptions sur la ligne de départ parce que les perfs ne sont pas là et que pour aller chercher la perf, il faut vraiment avoir un niveau de HPC qui est non négligeable et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, le maître mot pour moi, je trouve, c'est la formation. C'est la formation. C'est-à-dire qu'il faut, ça rejoint un peu la table ronde précédente, il faut que les centres de calcul s'ouvrent beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui aux chercheurs. C'est-à-dire qu'on accueille de manière beaucoup plus régulière les chercheurs qui viennent au contact des supercalculateurs, qui viennent au contact des nouvelles architectures que nous avons soit à l'IDRIS, soit au CINES, soit au TGCC, et qui se fassent la main en avance de phase sur ces architectures.
Alors, les chercheurs participent des fois au choix des machines via des groupes de dialogue, des groupes de bench. Leurs codes sont utilisés pour bencher les solutions des constructeurs qui candidatent à ces appels d'offres. Mais là encore, on ne touche qu'un public qui est très motivé et un public qui est très intéressé par la chose. Mais la très grande majorité des utilisateurs, ne parlons pas des doctorants, n'ont absolument aucune idée de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Donc la formation est capitale. Acheter une machine, on sait faire. Utiliser au mieux cette machine, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc la formation à la fois des chercheurs permanents, mais aussi la formation initiale des étudiants, où là en France on est vraiment notoirement inefficace sur ce point-là. Les formations initiales qui font du calcul intensif parallèle à des étudiants type master, ça se compte sur les doigts d'une main. Et on sait aujourd'hui que pour être compétitif en simulation numérique, dans la grande majorité des domaines, il faut faire du massivement parallèle. Donc ils arrivent en thèse, ils récupèrent des codes massivement parallèles et bien souvent, ils ne savent pas comment les faire tourner ou alors ils les font tourner de manière totalement inefficace. Donc la formation, c'est clairement le maître mot. On a au CNES un prototype de Xeon Phi qui s'appelle Frioul. On a sa déclinaison pour Praise qui s'appelle PCP. On a reçu la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, un workshop de 3 jours avec des utilisateurs qui alternaient des présentations, disons, théoriques et des TP. Parce que là, clairement, ce sont des TP. Il faut faire des TP sur ces architectures, mettre son code et puis commencer à regarder l'efficacité de son code avec les équipes support en front-end qui sont là pour aider les gens à porter. C'est la formation à la fois des chercheurs et la formation des étudiants. Et je pense que GNC a fait un job remarquable avec cette cellule de veille techno. Moi, j'appelle vraiment de mes voeux à ce que la cellule de veille techno perdure, continue, qu'on garde cet élan. Denis a parlé de l'ARM notamment. Il faut qu'on garde cet élan. Il y a le KNM qui arrive côté intelligence artificielle et deep learning. Et les tiers 1 ont vraiment un rôle important à jouer, mais les tiers 2 aussi. Parce que ceux qui sont le plus près des chercheurs, bien sûr, ce sont les tiers 2. Donc pourquoi ne pas imaginer, par exemple, des formations qui tournent entre les tiers 1 et les tiers 2 pour pouvoir inonder au maximum les communautés d'utilisateurs des dernières tendances hardware et software sur les machines. Voilà. Après, on discutera. C'est très bien, Boris. Merci beaucoup. Ça passe le relais tout naturellement à Romaric David, qui est le représentant des mésocentres, des tiers 2 ici. Bonjour, dure et ambitieuse tâche. Alors l'avantage de parler en 3e ou 4e, c'est que je peux répéter plein de trucs. Donc comme ça, les messages vont vraiment passer. Et pour une fois, j'ai pris des notes, parce que sinon je vais oublier un point. Donc j'avais envie d'aborder 3 points pour répondre à cette question-là, qui était... alors on va faire un ordre, on va utiliser un ordre chronologique. Donc je vais dire formation... Alors c'est pas un quiz, hein, j'explique ce que je dis. C'est formation, développement et mise en œuvre. Formation, eh bien effectivement le mot a déjà été prononcé. Il est, je pense, du ressort des centres de calcul de former les communautés de chercheurs aux techno émergentes. Avec ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. J'aimerais donner un exemple un exemple précis de ce point qui va en plus nous ramener du côté des données. Il y a quelques années, au centre de calcul à Strasbourg, eh bien j'avais trouvé par hasard, je ne sais plus comment, un outil qui s'appelle HDF5. Je m'étais dit, tiens, ce truc-là, c'est quand même vachement bien parce que je pense que ça va répondre à pas mal de questions pour les chercheurs. Je m'étais dit, ben voilà, à partir de cet outil, je vais monter une formation dessus pour que ça infuse, pour que ça percole finalement jusqu'au monde de la recherche. Et à cette formation était autour de la table mon voisin de gauche, Mathieu, et mon voisin de droite, Guillaume. Voilà. Donc, il se trouve que par la suite, ces technos ont pu être intégrés dans des codes dimensionnants dont il a été parlé avant, comme par exemple Gisela pour ce qui est la fusion. Donc, effectivement, il y a un rôle de formation et premier exemple aussi de transfert technologique. Donc là, on était on va dire, 2005-2006. Je vais maintenant parler développement et on va se projeter en 2008. Alors 2008, la date n'est pas choisie au hasard, c'est l'arrivée en termes de, on va dire, architecturo-logicielle de la programmation des cartes graphiques rendue facile. On a beaucoup parlé de rendre facile l'accès aux machines. En 2008, c'est CUDA qui est apparu. Donc les premières cartes
pas forcément très performante par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais qu'importe. Et là, l'idée était de dire, voilà, j'ai une techno, en tant que responsable de centre de calcul, j'ai entendu parler de cette techno, j'ai été formé dessus par des... en l'occurrence, c'était un cours donné à Toulouse. Je me suis dit, ce truc-là, il faut à nouveau que je le fasse perfuser vers le chercheur. Et donc, j'ai identifié dans la sphère de code que je connaissais à Strasbourg un code qui serait pertinent et qui pourrait tirer parti de ces GPU. Et avec le chercheur, on s'est mis autour d'un bureau et puis on a développé, on a implanté du GPU dans son application. Donc, l'idée était voilà, et alors, faciliter... en gros, là, c'est la veille techno-active. C'est-à-dire que non seulement... J'ai entendu parler d'une techno, mais l'action n'est pas juste vas-y, regarde ce truc-là, c'est vas-y, on va regarder ensemble et on va l'écrire ensemble. Et ça, c'est vraiment tout à fait rigolo. Et depuis, eh bien, effectivement, dans la suite de code qui a découlé de ce truc-là, donc c'était de l'astrophysique, c'est devenu des marques de fabrique du chercheur. Et par la suite, ça a diffusé également à d'autres chercheurs à Strasbourg et c'est devenu une des caractéristiques architecturales du Mésocentre à Strasbourg. Et pour terminer, donc troisième mot-clé, c'est mise en œuvre. Donc en rappelant bien sûr que de par leur proximité, de par leur taille, les mésocentres ont une capacité à mettre en œuvre des outils relativement facilement. Eh bien, 2017, fin 2016, début 2017, il s'est posé avant la question là, de l'accès facilité aux ressources de calcul. Et pour répondre aux besoins de visualisation à distance, Strasbourg a, comme d'autres, fait le choix de déployer des solutions de type X2Go qui permettent à un chercheur, depuis son bureau, de visualiser ces gros modèles 3D sans déplacer les données, puisqu'on sait à quel point c'est compliqué de déplacer les données. Donc la taille, la proximité sans de calcul permet de mettre en œuvre ce que j'ai dit avant, donc formation, développement et déploiement d'outils finalement éventuellement en avance de phase. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc ça, c'était la présentation des tirs 1 et des tirs 2. Et Éric Boyer va nous présenter la cellule de veille technologique. J'espère que ça va fonctionner. Très bien. Alors, la cellule de veille technologique s'appuie sur... Oui, sur un micro déjà. S'appuie sur voilà, tous les organismes que vous voyez là. Donc il y a là des partenaires de GENSI, mais pas seulement. Donc j'ai 5 minutes, donc je vais aller assez vite. Idriss, INRIA, CNRS, le groupe Calcul, TINES, GENSI, Maison de Simulation et CEA. Donc, tu peux regarder là. Ouais, en plus, je me le suis dit tout à l'heure, tu as tout à fait raison. Donc, quel est le but ? Quel est l'objectif ? C'est un rappel de ce qu'a présenté Stéphane. Ça s'appuie sur 3 actions majeures. Il s'agit d'évaluer des machines en avant-première, de préparer des communautés scientifiques nationales par des moyens, par accès à ces machines-là et par l'organisation de formation. Je rejoins le souhait d'organiser plus de formations et de bénéficier du support des 20 experts qui sont issus donc des partenaires que je vous ai montrés. Et également des vendeurs, parce que ces machines-là sont acquises dans le cadre, sont associés à chacune de ces machines un contrat de collaboration avec les vendeurs. Bon, rapidement, donc Ouessant et Frioul, 2 îles. Donc la première île, elle est située sur le plateau de Saclay, à l'Idriss. Ça égaye sûrement, voilà, ça ajoute quelque chose. Il s'agit d'une technologie de type Open Power. Donc qui couple IBM et Nvidia avec un lien privilégié, enfin un lien rapide. Et l'autre machine, Frioul, à Montpellier, là on est un peu plus dans l'ambiance, c'est donc une technologie KNL Intel Meniker. Bon, à noter que ces 2 technologies-là sont celles qui ont été retenues aussi dans le cas du méga appel d'offres Coral. Donc peut-être que les mêmes causes produisent les mêmes effets et amènent au même choix. 3e machine, parce que il n'y a pas uniquement 2 options possibles à explorer, elle sera sans doute hébergée au TGCC et Denis a lâché le mot, ce sera sans doute aussi une technologie de type ARM. Avec du vectoriel, sans doute, c'est sûr, mais pas seulement, il y aura peut-être aussi autre chose, il y a des problèmes pour l'efficacité énergétique, où seul le CMOS sur une unité classique peut ne pas suffire. Donc je rappelle que ces machines sont accessibles, toutes via accès préparatoire sur le site du DARI.
Alors, évaluer. Donc, il s'agit d'évaluer, mais avec quoi? On a sélectionné dans une première phase un portefeuille d'applications qui a pour ambition d'être à peu près représentatif de tous les domaines de sciences qui tournent, qui sont utilisés sur les machines de calcul académiques, mises en place par GENSI. Bon, il y a aussi un autre biais, c'est qu'il a fallu trouver des personnes, des porteurs de code qui soient d'accord pour travailler avec nous. On a réussi à faire correspondre à peu près la représentativité de ces porteurs de code, mais ça induit un biais, c'est que, comme l'a dit Boris, ce sont des gens qui sont technophiles et donc qui sont peut-être un peu plus avancés que d'autres qui auraient peut-être plus besoin de ça. Mais en l'occurrence, ça permet d'avancer assez vite et d'avoir des résultats assez pertinents, le but étant l'évaluation des machines. Ensuite, bon, comment on a fait ça? Ça se fait par un accompagnement. Il n'y a pas grand-chose qui remplace le travail avec les mains en réel sur les machines. Alors, je précise, je reviens un petit peu sur l'approche. On n'a pas voulu demander aux porteurs, au personnel des centres de calcul de faire le travail, même s'ils en font beaucoup. Mais pour nous, ce qui était très important, c'était d'avoir des codes, de porteurs de code avec des cas tests qui sont issus de cas réels. Voilà. C'est plus difficile à mettre en œuvre, mais en tous les cas, les résultats sont incommensurablement plus significatifs. Donc là, il y a un petit rappel de tous les workshops qui ont été... Et chacune des photos correspond à un workshop différent, je peux en attester. Voilà, c'est pas du... donc là, vous avez tous ceux qui ont été organisés, mais ils ont la simulation à l'IDRIS, au CINES. Et le dernier, on en a parlé, celui du workshop ECHO, qui n'est pas uniquement dans le périmètre de la cellule de veille, mais qui s'est appuyé sur des porteurs de code et sur des machines qui en font partie. Ensuite, un des objectifs, c'est aussi de préparer les communautés via donc, des accès préparatoires. Donc dans une deuxième phase, la première phase, c'était des communautés sélectionnées avec des volontaires, des fois malgré eux, mais enfin, ils ont bien joué le jeu. Et donc là, ensuite, dans une deuxième phase, on a ouvert ces machines via Eldari à des gens qui étaient volontaires pour essayer. La seule condition qu'on a demandé, c'est qu'il y ait un retour qui soit fait, un retour d'expérience, positif, négatif, quel qu'il soit, mais en tous les cas, on voulait avoir un retour. Donc là, il y a une représentation des comités thématiques qui ont été présents sur ces machines-là. Je ne vais pas le détailler en 5 minutes, c'est pas possible. En revanche, sur le petit camembert en bas à gauche, c'est la proportion des accès préparatoires sur Wesson qui ont demandé spécifiquement un usage de type intelligence artificielle ou machine learning. Parce que sur Wesson, il y avait une couche qui s'appelle PowerAI qu'on a installée et qui a suscité un succès. On sait que ça fait écho à une attente forte, mais qui s'est manifestée. Donc il y a un tiers des accès préparatoires qui ont utilisé ça. Et je précise que sur Frioul, on a entrepris la même démarche auprès de Atos et de Intel pour leur dire voilà, quelle est l'offre que l'on peut envisager de mettre en œuvre sur cette machine-là pour avoir des retours sur vos technologies, sur cette technologie-là. Et la réponse, c'est côté Atos, le portail Istia, et pour Intel, la technologie KNM, qui est en fait une déclinaison du KNL avec beaucoup moins d'instructions flottantes et beaucoup plus d'instructions adaptées à l'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, il faut choisir. Chez NVIDIA, on a le beurre, l'argent du beurre. Mais bon, on fera avec et on verra ce que donne le KNM. Ensuite, les résultats. Il est certain que si on ne fait rien, juste un portage, les résultats sont en dessous de ce qu'on peut trouver sur du Xeon, sur une machine, on va dire, classique. Sur KNL, on peut dire c'est du compile and go, c'est-à-dire que ça compile tout de suite, c'est la force du x86, mais la performance n'est pas au rendez-vous tout de suite. On a fait une métrique un petit peu artificielle, mais qui s'est vérifiée. C'est-à-dire qu'à l'occasion des workshops que l'on a organisés, on a mesuré le temps de présence des porteurs de code sur les applications, on en a fait une métrique. Bah oui, pourquoi pas. Et on a divisé le speed-up de l'application sur le temps de présence, en supposant qu'ils aient travaillé. Mais en tous les cas, ils ont travaillé, puisqu'on a observé qu'en moyenne, c'est une moyenne, avec 2 jours de présence, on a obtenu en moyenne une performance équivalente à celle d'un Haswell ou d'un Broadwell.
plutôt d'un Aswell. Il faut être honnête, parce qu'au début, le portage, c'était ça. Ensuite, pour gratter plus de performance, donc dépasser l'Aswell, dans ce cas-là, il fallait passer à 2, à 3, 4, 5 jours. Et en moyenne, selon qu'on prenne la médiane ou la moyenne, on est à 1,30 si on prend la moyenne et à 1,2, je crois, en 1,18 si on prend la médiane. Ce qui est donc une métrique, quel est l'effort pour obtenir de la perf. Mais la très bonne nouvelle, elle n'est pas dans la performance de l'application, puisque là c'est comparable, mais elle est dans l'enveloppe énergétique. Le KNL, c'est une machine Meniker avec une fréquence qui est beaucoup moins élevée que celle qu'on trouve sur l'Exeon. On est de l'ordre de 1,1 ou 1,4 selon le modèle et le dérating lié au vectoriel. Et dans ce cas-là, avec un effort de portage, disons quand on atteint la performance finale, on a un gain qui est de l'ordre de 1,8 en enveloppe énergétique. Et ça fait partie des enjeux à venir qui sont critiques pour l'Exascale. Pour ce qui concerne Open Power, c'est pas la même histoire, parce que la feuille de route logicielle, quand on a acquis cette machine, on savait qu'elle n'était pas terminée. Donc on a commencé par s'intéresser au P8, au Power, parce qu'il fallait aussi valider que cette technologie-là pouvait être transposable par rapport au x86, et ça a été un succès. Et ensuite, voilà, on a commencé par utiliser ce qui était disponible, CUDA, OpenACC, parce que au sein du consortium, OpenMP4 et OpenACC sont un petit peu en concurrence. Et le but que l'on poursuit et que l'on a spécifié un peu exactement comme dans l'appel d'offres Coral, c'est un objectif d'OpenMP 4.5 qui est un standard et qui préserve les investissements qui ont été faits sur tous les codes de calcul, tous ceux qui passent significativement à l'échelle, et notamment sur les technologies BlueGene, où ça a été la clé pour obtenir le passage à l'échelle sur un très très grand nombre de cœurs. Un très grand nombre de cœurs. Work in progress, ça veut dire tout simplement que c'est pas terminé et qu'on attend encore une évolution des performances, en tous les cas, pour ce qui concerne la partie Open Power. Et pause déjeuner, non pas encore, on va peut-être discuter d'abord. Merci beaucoup Eric. Tu passes très facilement la parole à... C'est toi, Mathieu Applin ? Mathieu, c'est toi ? Non, c'est toi. Vas-y, et tu vas nous parler et tu peux peut-être nous montrer sur ces courbes où est le code sur lequel tu as travaillé. Bonjour, donc Mathieu Effelé, je suis expert HPC à la maison de la simulation. Et donc oui, je travaille en ce moment sur le code Metal Walls, là, donc la petite barre violette au milieu, là, 4,89. Voilà, je suis monsieur 4,89. Donc oui, donc peut-être juste deux mots avant d'entrer dans le vif du sujet. Je participe aussi à la coordination d'un centre d'excellence européen sur le centre d'excellence ECHO, Energy Oriented Center of Excellence. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, et donc Metalload reçoit du support dans ce cadre-là également. Donc, ce que je suis en train de faire, en tout cas en ce moment, donc, c'est d'apporter du support à Metalload, donc d'essayer de l'améliorer et de le porter sur une nouvelle architecture, avec quand même en ligne de mire d'avoir la possibilité de comparer les architectures en termes donc, de temps de restitution et d'énergie. Donc, je cherche à mesurer, donc de voir avec quand on fait 0,1 picoseconde de simulation, combien de temps ça prend et combien d'énergie j'ai besoin pour faire ça. Donc aujourd'hui, donc la cellule de veille a beaucoup apporté dans la mesure où donc il y a eu, de par l'organisation de ces workshops, on a pu rencontrer des experts d'Intel, des experts Nvidia qui ont apporté donc leur support, donc les formations. Donc une bonne manière d'utiliser ces workshops, c'est de faire le maximum à la maison avant d'y aller, avec donc des tutoriaux. Il y a des choses quand même il y a beaucoup de documentation en ligne et il y a beaucoup de choses simples qu'on peut faire par soi-même en fait. Faut juste prendre le temps en fait. Ça prend du temps, ça c'est clair, mais donc soit on y va, soit on n'y va pas. À partir du moment où on décide d'y aller, il y a quand même beaucoup de matériel dont on peut se servir. Et jusqu'à un moment où on bloque, où on a besoin, on ne sait plus faire. Et c'est là où les workshops ont vraiment eu une grande valeur ajoutée, en tout cas dans mon cas, où on a pu rencontrer vraiment les experts et donc leur montrer leurs problèmes concrets sur lesquels on était et partir du workshop avec des choses qui ont été débloquées, quoi. Donc, grosso modo, c'était à peu près le retour que j'avais à faire sur
sur MetalWalls. Donc aujourd'hui, on est parti d'une version qui était pure MPI. On a aujourd'hui une version hybride MPI OpenMP qui est très efficace sur KNL et une version MPI OpenACC qui tourne sur Wesson. Alors on était parti sur OpenACC parce que donc c'était il y a quasiment 2 ans et donc OpenMP était clairement pas suffisamment bien implémenté dans les compilateurs pour dire d'être vraiment utilisable dans une application. C'est peut-être différent aujourd'hui et Gabriel est en train d'explorer ça en ce moment avec le code. Et donc, pour aller encore au-delà, je suis aussi en train de mettre les mains dans une implémentation FPGA de MetalWalls pour après avoir le spectre complet, donc GPU, FPGA et Xeon, et voir à la fin qui c'est qui a besoin de moins d'énergie et de moins de temps pour faire la même chose, quoi. Très Voilà, bien, merci beaucoup Mathieu. Je vais passer la parole à Guillaume pour une deuxième application Gisela. Bonjour à tous, donc je m'appelle Guillaume Lattu, je suis expert HPC au CEA et je travaille essentiellement sur l'application Gisela. Donc l'application Gisela, c'est une application qui modélise les plasmas de tokamak. Donc l'idée, c'est de modéliser la turbulence à l'intérieur des tokamaks et de voir comment ça affecte les performances de cette machine. Alors Gisela, c'est quelque part entre 5 et 10 utilisateurs, ça dépend des années, et 50 millions d'heures ou plus utilisées sur des tiers 1 et tiers 0 majoritairement. Nous, on utilise le tiers 2 à des fins de développement essentiellement. Voilà, donc je pense que j'ai résumé qu'est-ce que c'était que Gisela. Donc nous, on était intéressés à ce qui se passait dans la cellule de veille technologique, tout simplement pour préparer notre code à passer sur les machines qui sont dès maintenant en production. Donc il faut savoir que les architectures KNL qui étaient très novatrices il y a plus d'1 an, maintenant elles sont en production. Donc on est prêt, grâce à ça, à passer sur ces machines. Donc, pour résumer, quel est le travail qu'on fait au workshop, donc je vais reprendre quelques éléments de Mathieu. L'idée, c'est de se retrouver et de mettre en place des premières expériences finalement sur des machines qui sont pas complètement en production, donc qui sont encore expérimentales. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tous les experts à disposition. Donc on a des gens qui sont experts en compilation, donc Intel, Nvidia. On a des gens qui sont experts en termes d'administration, donc qui vont pouvoir changer la configuration de la machine en live. On a aussi des gens qui sont experts dans les outils, donc il faut voir que c'est un aspect important maintenant, les outils de profiling et d'analyse des performances. Donc moi je me rappelle, il y a 10 ans, pour profiler un code, c'était relativement simple, il n'y avait pas beaucoup d'outils à connaître. Maintenant, il faut connaître Intel VTune, Intel Advisor, les outils équivalents chez Nvidia. C'est très complexe, et d'avoir les gens à côté, ça permet de dégrossir le gros et d'aller très très vite à l'essentiel. Donc ça, les workshops, c'est indispensable pour faire ce travail-là. Pourquoi plusieurs workshops? Donc on a vu une belle liste que nous a présenté Eric. C'est très important parce que quand on a avancé entre 2 workshops, on va pouvoir de nouveau avoir des questions et rencontrer les experts pour aller un petit peu plus loin. Donc faut savoir, et je pense que vous en êtes tous conscients, améliorer les perfs d'un code parallèle, c'est un travail de très très longue haleine, ça n'est jamais terminé. Quand on a décoincé un bottleneck, on va au suivant. Quel type d'activité on a pu avoir à ce workshop dans cette cellule de veille technologique sur l'année dernière? Donc certains arrivent et j'en faisais partie, pour tâtonner sur des noyaux. Donc on extrait des noyaux du code, vraiment très simple, et on va tâtonner, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut extraire comme performance sur la machine. Donc typiquement, c'est l'approche qu'on a eue sur Power 8 plus GPU, parce que je vais avoir besoin d'eau, je pense. Parce que le code n'était pas prêt pour un portage sur GPU comme ça, donc en extrayant un noyau, on a pu avoir quand même un aperçu des performances qu'on pouvait obtenir. Deuxième type d'expérience, c'est l'adaptation. Donc par exemple sur KNL,
le code était beaucoup plus proche à être utilisé efficacement, donc on a pu adapter un grand nombre de noyaux. Donc là, je peux dire qu'actuellement, on a consacré à peu près 2 années sur cette optimisation, et qu'au bout de ce laps de temps, on a réussi à avoir un facteur 3 en termes de speed-up pour la même application sur une architecture donnée. Hein. Pas en comparant plusieurs architectures, mais pour le KNL, c'était un speed-up de 3. Chose qu'on n'aurait pas pu faire sur GPU, ça nous aurait demandé autre chose. Et donc, le troisième point que maintenant on peut envisager, c'est la réécriture de code. Donc, en fonction de ce qui va arriver, on peut aussi envisager si, par exemple, le GPU devient la solution qu'il faut prendre, eh bien, il faudra réécrire le code. Et là, je pense que aussi les workshops pourront apporter pour ça, pour choisir tout simplement le paradigme de programmation, quelles sont les grosses lignes à prendre en compte pour réécrire ce code. Dernier point lors de ces workshops, et dans la cellule de veille technologique, c'est l'échange entre les différents participants. Donc on ne peut pas finalement connaître toutes les bonnes questions. Le fait de rencontrer des gens qui ont des problématiques similaires, ça permet d'avoir des bonnes questions et du coup d'avoir des réponses auxquelles on n'aurait pas songé. Je dois finir ou j'ai encore 1 minute ? Donc les challenges de l'Exascale, pour moi, ils sont nombreux. Donc c'est une vraie révolution parce que c'est aux programmeurs de faire quasiment tout avec les gens du hardware et les spécialistes et les gens qui font les bibliothèques et les paradigmes de programmation. Donc je vais juste avoir quelques exemples. Au niveau de ce qui se passe à l'intérieur d'un nœud, donc on a de plus en plus de cœurs, on doit utiliser l'hyperthreading, on doit utiliser la vectorisation. C'est très compliqué à gérer l'équilibrage de charge par rapport à ce qu'on avait par le passé. On a de l'hétérogénéité dans les ressources de calcul, même sur KNL. Donc, comment faire ça ? Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la bonne réponse. On sait qu'on a plusieurs choix possibles, mais on sait qu'on va devoir gérer plein de cœurs. Et une approche possible, c'est l'approche de la programmation par tâche. Donc, c'est une approche dans laquelle nous, on se projette de telle manière à gérer plusieurs centaines de cœurs, voire des milliers de cœurs dans un seul nœud. Et aussi, ça permettra, cette approche par tâche, de recouvrir tout un tas de latences. Et notamment, je passe à un autre point important, c'est le réseau et les entrées-sorties. Donc le réseau, il a tendance, sa vitesse, à ralentir par rapport aux unités d'exécution. Et donc recouvrir ces latences réseau, c'est une obligation. Donc avant, on faisait du recouvrement calcul.com quand on en avait besoin dans Gisela. Maintenant, on sait qu'on va en avoir forcément besoin parce que ça représente une empreinte en termes d'exécution, de temps d'exécution énorme. Les I/O, on a plein de technologies qui se pressent, donc la SSD, on a la NVRAM qui arrive. Comment on gère toute cette infrastructure de stockage et comment aussi on gère les flux. Donc plusieurs personnes en ont parlé. L'important, c'est de savoir qu'on génère des pétaoctets de données, comment on les filtre et sur quel niveau de stockage on va les mettre. Donc ça, c'est des vraies questions, on n'a pas les réponses à l'heure actuelle. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. C'est très bien. C'est très bien. Je pense que cela permet à chacun de réfléchir sur ce qu'il veut faire. Romaric veut intervenir. Oui, j'avais 2 questions par rapport à ce qu'a dit Guillaume principalement. Guillaume, tu as beaucoup dit, voilà, ça on ne sait pas faire, ça c'est difficile, ça c'est un vrai problème. Moi je me suis dit, dans ce cas-là, souvent dans la communauté, quand on ne sait pas faire, on fait appel à un chercheur. Et ma question était, dans quelle mesure certains chercheurs avaient été associés à cette cellule de veille. Et je pense en fait à 2 communautés et qui reprennent les 2 enjeux que tu as mentionnés. Il y a d'une part l'enjeu efficacité énergétique, parce qu'on sait que certains chercheurs, par exemple à l'INRIA, s'intéressent à ces aspects-là, donc Energy Efficient Computing, là, et certains de ces chercheurs d'ailleurs contribuent au GDS Eco-Info du CNRS qui nous accueille aujourd'hui, le CNRS. Et également, il y a tout un tas de communautés informatiques, dont des communautés chez INRIA, qui s'intéressent aux aspects parallélisation, tu en viens aussi de ces communautés, la parallélisation, efficacité, etc. Et je me demandais si ces communautés avaient eu maille à partir avec la cellule de veille et si c'était prévu de les intégrer pour répondre aux enjeux qu'a montré Guillaume. Maille à partir, ça voudrait dire qu'il y a eu conflit. Alors, interagir. Eric et moi, on a souvent des discussions sémantiques, donc on va vous épargner ça pour aujourd'hui. Non, c'est un jeu. INRIA est associé.
pas directement sur le niveau, c'est un niveau un peu macroscopique, Eco-Info, on n'est pas au niveau du call d'une librairie. En revanche, pour des technologies de runtime, il y a StarPU qui fait partie des outils qui sont utilisés au sein de la cellule de veille. Donc pour pouvoir à la fois faire du scheduling sur plusieurs cœurs et surtout pouvoir faire du scheduling sur des unités hybrides type accélérateur. Donc la réponse oui. Après il y a aussi une démarche qui est concomitante à la cellule de veille, qui est celle de Price PCP, pré-commercial, on s'en fiche un peu, procurement, qui surtout cible à commander, à organiser un programme de R&D orienté efficacité énergétique. Donc la réponse à ce PCP, c'est une machine E4 basée sur OpenPower, une machine Atos Bull qui est également basée sur la technologie KNL. Donc il y a une machine qui est plus importante en termes de taille, mais qui est dotée d'outils spécifiques profilage énergétique. C'est-à-dire qu'on peut lancer une application et ne pas avoir à rajouter une complexité au profilage, qui n'est plus, je masque des communications, mais j'essaye d'évaluer quelle est la consommation énergétique de telle et telle boucle. Et en fonction d'un cercle qu'on espère vertueux d'amélioration, parce que les outils permettent de savoir, on peut introduire une démarche avoir deux métriques pour une application qui est Energy to Solution, Time to Solution. Donc, oui. Très bien. C'est vrai que tu avais dit que tu allais couper, mais... Donc je voudrais savoir s'il y a des questions des internautes et des questions dans la salle. Oh, oui, alors je vous propose de commencer par les questions des internautes, enfin la question des internautes, comme ça après on pourra passer dans la salle. La question concerne les services présentés par le TGCC, pour savoir si les services seront déployés dans les autres infrastructures, dans d'autres infrastructures que le TGCC. Ah, bah ça serait plutôt une question pour les autres. Alors du coup, dans les trois que j'ai mentionnés là, le premier service d'intégration continue, en fait, nous on l'a implémenté, mais je pense que d'autres peuvent l'implémenter. Ensuite, le service de virtualisation, comme je l'ai dit, Peacock, c'est un logiciel qui est mis dans l'open source. Donc après, pour le réutiliser, il faut quand même que ça s'appuie. Enfin, nous, ça s'appuie quand même sur Slurm. Donc il faut déjà avoir une machine qui utilise Slurm. Mais c'est possible. Après, libre à chacun de le faire. Bon, le troisième, après, c'est plus notre environnement de production, donc là, c'est un petit peu plus ciblé. Mais de façon générale, à chaque fois qu'il y a des outils, qu'on développe des outils, l'objectif, c'est quand même de le mettre dans l'open source. Donc, a priori, ceux qui le souhaitent peuvent les réutiliser, quoi. Voilà. Très bien. Oui, sur un point, moi je crois énormément aux projets qui sont drivés par des besoins des utilisateurs, parce que mettre en place un service, si c'est pour 2 personnes derrière, j'y crois pas trop. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait... Et c'est pour ça que la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec les comités thématiques, moi je trouve que ça doit aller dans les deux sens. C'est-à-dire que les comités thématiques doivent aller vers les centres de calcul, mais il faut aussi que les centres de calcul viennent vers les comités thématiques. Et aujourd'hui, on a un petit souci de communication, je pense, à l'intérieur de chacun des comités thématiques. C'est-à-dire que si un centre de calcul pose une question, on l'a vu au C4 la semaine dernière aussi, on pose une question à un comité thématique, il faut que ce comité thématique soit en capacité rapidement de descendre dans sa communauté, poser cette question-là et avoir un input qui vient de sa communauté. Et aujourd'hui, ça pêche un peu. Si on fait un C4, finalement, les comités thématiques arrosent leur communauté, mais il y a très peu de retours parce que ce n'est pas suffisamment structuré. Donc, un besoin utilisateur, s'il remonte d'un nombre d'utilisateurs suffisant et assez important en termes de domaines scientifiques concernés, ok. Il n'y a pas de problème, on peut mettre des ETP derrière et on peut avancer. Si c'est un gourou qui veut l'installation de son truc à lui, non, pour jouer avec son truc, non. Il faut quand même que ça soit avec une audience assez large sur le centre de calcul quand même. Très bien. Romaric veut répondre. Levez la main si vous avez des questions que je me prépare.
Oui, et par rapport à ce qu'ont dit Christine et Boris, effectivement, on peut aussi imaginer que finalement, un autre canal de remontée des besoins, ce sont finalement les mésocentres, et on peut imaginer, tant qu'à rêver, mettre en place des canaux d'échange aussi bien, pourquoi pas opérationnels, Jenkins et autres, Virtu, etc., que finalement scientifiques pour les besoins, et qui permettent aux deux opérateurs, donc mésocentres et centres nationaux, de s'échanger des besoins, des bonnes pratiques et des remontées d'informations. Voilà. Tout à fait. J'ai repéré 3 questions. Oui, bonjour, Damien Chapon, CEA. Alors moi j'ai une question concernant l'outil de virtualisation Peacock qui est mis en place donc, au TGCC. Et je voudrais en partie aussi répondre à la remarque de son voisin immédiatement de droite, qui dit que potentiellement ça ne justifie pas l'effort de le déployer si ça concerne 1 ou 2 utilisateurs. Dans le cas précis d'un outil de virtualisation, ça peut avoir des intérêts qui sont très larges parce que les utilisateurs peuvent avoir des applications qui vont ensuite packager dans un conteneur et pouvoir déployer totalement indépendamment du service de virtualisation, déployer des outils. Alors moi, je suis particulièrement intéressé par ce sujet-là pour pouvoir déployer pour une communauté d'utilisateurs qui vont produire des données avec des codes, pouvoir déployer des applications de dépouillement, analyse et visualisation de données dans des conteneurs sur un service de virtualisation comme celui qui est déployé au DGCC. Et donc moi, c'est quelque chose... ma question en fait était plus précisément savoir si c'est possible et dans quelle mesure est-ce que ce sera correct, ce sera facile d'interfacer cela avec des outils d'analyse, de visualisation. C'est tout à fait possible et au CINES on est en train de monter. Le gros problème de ces prototypes qu'on a installés, notamment Frioul, c'est les problèmes de sécurité à la base. C'est que pour moi il faut que ces machines là de R&D soient complètement distinctes, cloisonnées par rapport à la production globale d'oxygène. Si on fait un cloisonnement entre la machine de R&D et Oxygène, on peut typiquement mettre en place par exemple des conteneurs Docker, parce que vous savez quand même que ces conteneurs-là, il y a des soucis de sécurité assez importants. Quand vous déployez un conteneur sur un nœud de calcul, vous pouvez avoir accès à des droits routes typiquement à l'intérieur de votre conteneur. Donc il faut faire vraiment attention. Quand on est dans le centre de calcul, il y a l'aspect production qui doit être préservé. On ne peut pas bricoler, entre guillemets, sur une machine de production. Donc, on est en train de réfléchir à ça, mettre en place vraiment un pôle de R&D qui soit déconnecté de la prod. Et dans ce pôle de R&D, typiquement ce genre de manip avec des containers, on pourra jouer avec ça. Et on est même friand de ça parce que les ingénieurs du centre aussi, ils aiment bien s'amuser avec ce type d'outils. Et Christine veut réagir avant de prendre les autres questions. Moi, je voudrais quand même revenir sur 2 points. Un, les services qu'on a mis en place, on ne les a pas fait de notre propre chef quand même. Ça s'appuie d'abord sur le besoin utilisateur. Donc là, je voudrais clarifier ce point-là. Donc, ce n'est pas un utilisateur comme ça qui est revenu. On a une communauté qui est assez importante autour des sciences du vivant, avec qui on a l'occasion d'échanger aussi. Et pour eux, c'était une vraie demande donc d'avoir possibilité de disposer d'un outil de virtualisation. Voilà, donc déjà le premier point, c'est clarifier ça. Le deuxième point autour de la sécurité, bien entendu, tous ces aspects-là ont été évalués et traités, et c'est pour ça aussi que ça a quand même pris un certain temps de développer ce produit-là. C'est pas juste un truc qui s'est fait en 5 minutes. Je voudrais vous le redire aussi par rapport aux utilisateurs, les besoins, c'est très bien les remonter, mais des fois, peut-être qu'on n'arrivera pas à y répondre. Enfin voilà, c'est pas toujours non plus immédiat. Donc je voudrais clarifier les 2 points. Alors après, je sais pas s'il y avait une question. C'était quoi la question finalement Est-ce qu'il y avait une question ou pas? Je veux Peacock. Bah oui, il n'y a pas de problème. Alors, en fait, comment containeriser à la Docker? Parce que moi, je suis utilisateur de Docker, mais dans cet outil de virtualisation Peacock, donc je suppose les problèmes de sécurité qui ont été soulevés, évidemment, ont été résolus. Comment est-ce qu'on pourra arriver avec un socle applicatif et virtualiser des applications en termes d'analyse et de visualisation au TGCC, par exemple, avec Peacock? Bon, alors attendez, pour les questions comme ça qui sont assez techniques, moi je suis venue avec ma garde rapprochée, là, donc il y a Xavier qui est à côté, il pourra vous répondre. Bon, puis comme ça permettra d'avancer sur les... Voilà, on a 2 autres questions avant le déjeuner. Assez courte si possible pour... Rapide. Donc bonjour, moi je suis Hugues Digonnet de l'École centrale de Nantes et sur la veille technologique, donc là on s'intéresse principalement à l'intérieur d'un nœud, un Xeon Phi ou un GPU. J'aurais voulu savoir aussi si ça aurait été possible d'envisager de faire des workshops de passage à l'échelle où on réserve toute la machine et le but étant de faire des runs à l'échelle d'une machine complète. Merci. Parmi
Ça marche, oui. Parmi les workshops, on est passé très rapidement sur le contenu et le thème. Les premiers, c'était portage. Les deuxièmes, optimisation. Et la troisième phase, troisième vague, c'était passage à l'échelle. Donc, il y a une composante passage à l'échelle. Et ces machines-là ne sont... si on peut revenir rapidement sur... Il y a 48 nœuds pour la machine KNL et il y en a 12 pour côté Open Power, avec un réseau d'interconnexion qui n'est pas juste là pour la décoration, donc qui est vraiment efficace. On a fait donc des incursions dans le passage à l'échelle sur ces machines-là, oui. Ouais, non, mais là, c'était plus... Je veux juste ajouter quelque chose, c'est qu'au-delà, par exemple sur les aspects KNL, on a les accès Preparatory Access sur Marconi, par exemple, qui permettent d'aller assez loin. Donc nous, on en a demandé un, et on était arrivé à une centaine de nœuds sur PCP, qui est à côté de Frioul, et après, on peut aller aux milliers sur Marconi. Oui. Voilà, et la dernière question avant le déjeuner. Bonjour, David Chamon, IN2P3. Je vais transformer ma question en commentaire puisqu'on me l'a volé. Depuis tout à l'heure, je me disais, mais quand est-ce qu'on va parler de conteneurs ? Donc, on a beaucoup parlé de migration de code et chez nous, on est en train de voir Docker se diffuser comme une traînée de poudre chez les utilisateurs et Singularity qui comprend les images Docker dans les centres. Donc, à quand Singularity dans vos centres ? Je ne sais pas répondre. Voilà, Xavier va répondre. Bonjour, donc Xavier Delaruelle, responsable des opérations au TGCC. Peacock, comme l'a présenté Christine, rend le même service que Singularity. Donc c'est une réponse en tant que telle. Enfin, c'est une solution qui vous permettra de faire la même chose que ce que propose Singularity. Voilà, donc je crois qu'on a écoulé notre temps, même un petit peu plus. Donc je laisse la parole aux organisateurs. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Donc c'est l'heure du déjeuner. Donc je vous invite à